afternoon. On behalf of Mr. Christina Duarte, Under Secretary General and Special Advisor to the UN Secretary General of Africa, I'm pleased to welcome you all to this exciting conversation on case studies and best practices on intellectual property, policy making and implementation in Africa. My name is Kabadewa Kashomuse, Senior Economic Affairs Officer and Team Lead, Policy Analysis and Coordination here in OSA. Today's conversation with the members of the consultative platform on IP of the OSA Knowledge Network is the second in a series of conversations on various IPR issues of relevance to Africa's Sustainable Development Agenda. The objectives of this series are to, one, raise awareness of the importance of IP among African policymakers, two, to promote information sharing on IP policymaking and implementation, and three, to propose IP policy options with a view to advance sustainable development in Africa. This conversation follows the first conversation on building effective patent systems to catalyze local innovation in Africa, which can be found on OSA's YouTube site. The landscape of science, technology, and innovation in African countries presents a huge untapped potential to advance Africa's sustainable development. Since IP protection can provide increased incentives for innovation and STI research, IP protection is vital for advancing Africa's sustainable development. Building on the office's first policy paper on IP, namely the role of intellectual property rights in promoting Africa's development, in the previous video conversations on patent systems in Africa, today's conversation will focus on the case studies and best practices on IP policymaking and implementation in Africa. In particular, case studies will include, among others, the issues of traditional knowledge, traditional cultural expressions, patents, plant varieties rights, and farmers' rights. These are important elements to promote sustainable development in Africa, particularly agriculture, environment, and other relevant industries. OSA hopes that these IP case studies and best practices discussed during the conversation will provide policy options which will help African policymakers to craft effective IP policies and promote their implementation at national, regional, and international levels. We are joined by 4 distinguished experts of the OSA African Knowledge Network consultative platform on IPR. They are Dr. Titilayo Adebola, lecturer at the University of Aberdeen, England, Dr. Francis Kariuki, advocate of the High Court of Kenya, and a lecturer at Strathmore University Law School in Kenya. Dr. Charlene Musisa, academic researcher and consultant based in Geneva, Switzerland. And last but not least, Dr. Uchenna Felicia Ugu, lawyer and academic researcher with the Open African Innovation Research Group of the Faculty of Law of the University of Ottawa, Canada. The discussion is moderated by Dr. Musisa. Without further ado, I now hand over to the moderator. Dr. Musisa, you have the floor. Thank you. Thank you very much, Kava, and thanks to Kai and everybody who has managed to organize this event.
I think it's a pleasure for me to be able to speak amongst very distinguished academics from the continent. I always take pleasure when I see amazing women from Africa doing amazing things in the IP space. I'm going to try and see if we can be able to delve into the issues and hopefully have a fruitful discussion. As Kava already said, we're looking at traditional knowledge, we're looking at patents, we're looking at plant variety rights, we're looking at farmers' rights. These are very key issues, particularly when we speak of agriculture within the continent. And without further ado, I'm going to hand over to Francis, Dr. Francis. I think when we look at the key issues within Africa, we speak of policy making and how can this look like? Because there's a plethora of treaties or conventions that have to do with some of the issues that we grapple with on the continent. And traditional knowledge, so far, we've been unable to have, at least from an international perspective, a treaty that regulates traditional knowledge. So I just want you to speak on the policy-making space, maybe just a bit of a snippet around the background and the context within which we find ourselves, and then how we can be able to move policy around the space and who are the beneficiaries. And then the second question will probably be able to focus on the challenges around crafting or drafting treaties or drafting legislation around traditional knowledge. And then maybe we can think also about replicating what has happened in your case in Kenya, how that can be replicated in other African countries. We don't have, so to speak, any legislation that focuses on traditional knowledge. So Francis, if you can take over. Thank you. Thank you so much, Shalene, for the welcome, and thank you to the team for organizing this session. As you have said, I will focus on traditional knowledge. And as you have said, this is one of the important areas of intellectual property, which plays a quintessential role in the development of Africa, both culturally, socially, economically, and even agriculturally. And I will start off with, as you said, highlighting some of the issues that pertains to the protection of traditional knowledge, some of the challenges, the beneficiaries, and a few aspects touching on policy making. So as you may be aware, traditional knowledge is basically the knowledge, the know-how, the innovations, the skills and practices that communities in Africa have used over years in terms of their development. And most of these et la plupart de ces connaissances traditionnelles se trouvent dans les communautés locales en Afrique. Il est essentiel de promouvoir le développement de l'Afrique au moyen des connaissances traditionnelles. Les connaissances traditionnelles et les expressions culturelles de nos populations, c'est la base de nombreuses décisions, que ce soit pour la sécurité alimentaire, l'agriculture, la santé humaine, la gestion des ressources naturelles aussi. Cela devient important. On parle de variétés de plantes, variétés végétales, ressources naturelles. Tout cela correspond à des connaissances traditionnelles. Les connaissances traditionnelles sont protégées depuis longtemps, mais il faudrait inscrire cela dans le cadre de la propriété intellectuelle. Mais les cadres de propriété intellectuelle n'ont pas pu protéger comme il convient les connaissances traditionnelles, y compris les institutions qui entourent les connaissances traditionnelles. Et ces institutions ne peuvent pas toujours être protégées comme il convient en utilisant les cadres de propriété intellectuelle. Pourtant, ce sont des dépositaires de données importantes sur l'agriculture, sur la conservation. Et au niveau international, au niveau régional, et même dans de nombreux pays, il faut essayer de trouver les façons de protéger ces connaissances et mettre en place des institutions permettant de protéger les connaissances traditionnelles. Ces institutions et les connaissances traditionnelles correspondent à des capacités novatrices qu'on trouve au sein des populations. Et si la propriété intellectuelle ne peut pas protéger ces capacités d'innovation, alors
une difficulté apparaît pour promouvoir l'innovation en Afrique. Donc, il faut trouver la façon de garantir qu'on puisse élaborer des lois et des politiques qui pourront intégrer de façon globale les connaissances traditionnelles, les institutions traditionnelles aussi qu'on trouve en Afrique, afin que les données, les innovations puissent déclencher notre développement. Lorsqu'on examine le système de la propriété intellectuelle, il n'a pas toujours pu protéger les innovations de nos populations. Je vais mentionner quelques difficultés. Premièrement, les droits exclusifs qui sont obtenus grâce aux protections en matière de propriété intellectuelle. Cela n'offre pas forcément les protections appropriées pour les détenteurs de connaissances traditionnelles et qui mettent en œuvre des innovations. Souvent, il y a une élaboration collective. Dans le contexte des connaissances traditionnelles, il y a des incitations et des motivations qui jouent un rôle important pour favoriser l'innovation, contrairement à la propriété intellectuelle où il y a les perspectives de récompense financière de façon exclusive. L'utilisation du système de propriété intellectuelle par les détenteurs de connaissances traditionnelles, par les communautés, se heurte à des contraintes en Afrique. Et il faut trouver des solutions pour avoir des cadres peut-être différents de ceux de la propriété intellectuelle, mais pour qu'on puisse exploiter certains éléments de la propriété intellectuelle comme moteur de l'innovation. Si j'examine la loi au Kenya, on s'aperçoit que au Kenya, nous avons une loi sur les connaissances traditionnelles, mais elle remonte à 2016. Et cela a suscité beaucoup d'intérêt concernant la nécessité de protéger les connaissances traditionnelles et les expressions culturelles. Toutefois, si on examine le cadre qui a été utilisé, c'est un cadre qui utilise un système comme la propriété intellectuelle pour essayer de protéger les connaissances traditionnelles. Et ce n'est pas toujours avantageux. Certes, un cadre existe, mais ce cadre ne reconnaît pas la véritable nature des détenteurs des connaissances traditionnelles en Afrique. Cela méconnaît la nature des connaissances traditionnelles car c'est des connaissances globales et holistiques qui ont des aspects culturels, spirituels, écologiques également. Et donc, cela devient important car il faut élaborer des lois pouvant reconnaître ces aspects des connaissances traditionnelles et notamment les expressions culturelles. En examinant cette loi, je remarque que par rapport à d'autres lois, par exemple la loi en Zambie, la loi au Kenya ne reconnaît pas comme il convient les institutions coutumières, les institutions traditionnelles. Comme je dis plus tôt, il y a des répertoires de données qui existent et qui favorisent le développement des innovations sur le plan local. C'est pour cela que j'ai fait remarquer que c'est un domaine où le Kenya pourrait s'inspirer de l'expérience de la Zambie pour garantir que la loi reconnaisse mieux les institutions spécialisées dans les connaissances traditionnelles. Vous m'avez demandé de présenter des recommandations en matière de politique générale qu'on pourrait envisager pour l'avenir. Je dirais que premièrement, dans le contexte africain, donc, on essaye de protéger les connaissances traditionnelles et les expressions culturelles, du fait de leur rôle pour le développement de l'Afrique, notamment pour le secteur agricole, pour la conservation des ressources. Il faut reconnaître que nos populations locales, les détenteurs de connaissances traditionnelles, sont les gardiens de ces connaissances et du savoir-faire. Cela doit se retrouver dans les lois et les politiques pour éviter les erreurs commises par le Kenya, par exemple. Et donc, les lois et les politiques sur la propriété intellectuelle devraient être réexaminées pour prendre en compte les détenteurs de connaissances traditionnelles, qui ne sont pas toujours des propriétaires dans le sens anglo-saxon, mais ce sont plutôt des gardiens, des dépositaires qui ont des responsabilités inhérentes pour les connaissances, pour la protection de la nature et pour les générations passées, mais surtout futures. Deuxièmement, il y a un élément qu'on trouve dans la loi au Kenya, mais la loi au Kenya ne prévoit pas des mécanismes clairs sur les modalités de protection des connaissances traditionnelles.
Pourtant, en Afrique, nous avons des pays qui partagent des connaissances traditionnelles, par exemple la Tanzanie et le Kenya, avec les connaissances traditionnelles des Maasai et leurs expressions culturelles. Donc, il faudra que le Kenya et d'autres pays ratifient le protocole de Swakopmund qui prévoit un cadre de coopération transfrontalière, l'administration des connaissances traditionnelles transfrontalières. D'autres pays peuvent s'inspirer de la situation en Zambie qui met en œuvre le protocole de Swakopmund. Et troisièmement, il faut reconnaître dans les lois et les politiques que les institutions coutumières pour la protection des connaissances traditionnelles, car ce sont les institutions qui sont prometteuses pour combler les lacunes en matière de protection des connaissances traditionnelles. Par exemple, dans les arrangements contractuels pour les bénéficiaires, il serait bon de reconnaître le droit et les institutions coutumiers. Cela a été fait avec la loi en Zambie, qui reconnaît mieux apparemment le droit et les pratiques coutumiers, notamment la définition des avantages qui peuvent être obtenus grâce aux connaissances traditionnelles, notamment pour les ressources génétiques. Et dernier élément, je voudrais ajouter ceci, il faudra reconnaître que les connaissances traditionnelles dans le contexte africain, les connaissances traditionnelles sont holistiques et donc, les nations africaines doivent avoir des modalités sui generis et les détenteurs de connaissances traditionnelles sont des gardiens des connaissances et non pas des propriétaires. Et cela a des aspects culturels, écologiques et ces connaissances ne peuvent pas être commercialisées comme d'autres éléments de la propriété intellectuelle. Et enfin, je voudrais parler un peu des droits des agriculteurs. Conformément à la position prise par l'Afrique au niveau mondial, il faut reconnaître que quel que soit le système utilisé pour protéger les droits des agriculteurs, par exemple les droits fonciers, il faut reconnaître qu'il y a parfois une utilisation non commerciale des semences et des variétés de plantes en Afrique. Il faut garantir et protéger et conserver ces éléments du secteur agricole pour assurer la sécurité alimentaire et préserver l'intégrité des communautés locales plutôt que d'essayer de forcer les connaissances traditionnelles et les droits des agriculteurs dans un cadre de propriété intellectuelle sans reconnaître qu'il y a certains droits qu'ont les agriculteurs africains qui permettent le partage de variétés de plantes, variétés végétales, semences, etc. Et dernier élément que je voudrais mentionner, il y a des directives dans le contexte africain, la SADC par exemple, qui permettent l'utilisation de cadres sui generis pour les politiques nationales, ce qui peut permettre la croissance et la promotion, le développement des droits des agriculteurs dans un contexte africain. Voilà quelques observations que je voulais faire et maintenant je rends la parole à Shari. Merci beaucoup. Merci, Dr. Francis. Ce que j'ai saisi dans cette communication, c'est qu'il faut considérer que les détenteurs et les gardiens des connaissances traditionnelles sont très importantes, mais aussi il y a l'aspect transfrontalier de ces connaissances traditionnelles. Je suis heureux que vous ayez mentionné l'agriculture, étant donné que ça nous aide à passer harmonieusement à l'intervention du docteur Titilayo, surtout va se pencher sur la promotion des droits des agriculteurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a parlé des éléments tels que les semences et aussi les connaissances qu'ils ont en matière de production alimentaire en Afrique. Docteur Titilayo Adebola, nous vous passons la parole pour pouvoir nous parler des traités internationaux et comment les pays africains pourraient s'appuyer sur les dispositions de ces traités en tenant en considération le contexte africain. Vous avez la parole, Docteur Adebola. Merci beaucoup, Charline. Je remercie Francis de l'excellente présentation. Je pense que c'est
une très bonne introduction pour ma présentation qui porte sur la promotion des droits des agriculteurs en Afrique. J'aimerais mettre en évidence les dispositions relatives aux droits des agriculteurs dans le traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculteur. En Afrique, les agriculteurs sont essentiels à la sauvegarde de la conservation et de l'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture en fait de garantir un accès continu à la nourriture pour notre survie. En effet, les agriculteurs produisent les semences et les variétés végétales ou les matériaux de base pour les semences et les variétés végétales améliorées dont nous dépendons tous pour notre alimentation. Les droits des agriculteurs étant essentiels à la protection de leurs intérêts, l'article 9 de TIPA qui fait date définit les mesures et pratiques suivantes pour améliorer la réalisation des droits des agriculteurs. Les parties contractantes au traité devraient reconnaître l'énorme contribution que les communautés locales et les autochtones, ainsi que les agriculteurs de toutes les régions du monde, en particulier ceux des centres d'origine et de diversité des plantes cultivées, ont apporté et continuent d'apporter à la conservation et au développement des ressources phytogénétiques qui constituent la base de la production alimentaire et agricole dans le monde entier. Les parties contractantes conviennent, selon le traité, que la responsabilité de la réalisation des droits des agriculteurs en ce qui concerne les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture incombe aux gouvernements nationaux. Les gouvernements nationaux devraient promouvoir les droits des agriculteurs et devraient assujettir cela à la législation nationale. Ils devraient protéger les connaissances traditionnelles relatives aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculteur, le droit de participer équitablement au partage des avantages découlant de l'utilisation des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, et aussi le droit des agriculteurs à participer à la prise de décision au niveau national sur les questions liées à la conservation et à l'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture. Ce qui est important, c'est que l'article 9 du traité reconnaît que les parties contractantes devraient reconnaître que les agriculteurs ont le droit de conserver, utiliser, échanger et vendre des semences et du matériel de multiplication agricole sous réserve de la législation nationale et selon les besoins. Une des réalités de ces dispositions est que beaucoup de pays ou beaucoup de parties contractantes au traité ont été incapables de mettre en œuvre les dispositions. Nous rappelons que les dispositions encouragent les pays à mettre en œuvre, mais beaucoup de pays n'ont pas les canevas nécessaires pour la mise en œuvre et ceci a limité la mise en œuvre. Ainsi, l'organe directeur a mis en place un groupe ad hoc sur les droits des agriculteurs en vue de faire l'inventaire et de présenter les meilleures pratiques sur la mise en œuvre des dispositions. Et le groupe ad hoc technique a présenté un inventaire sur les expériences et les mesures nationales et les leçons en matière de mise en œuvre des droits des agriculteurs. Pour les pays qui n'ont pas encore mis en œuvre, ils ne savent pas, ou qui ne savent pas comment mettre en œuvre les dispositions, ils peuvent consulter cet inventaire qui a été mis en œuvre avec l'aide du secrétariat. Même si le TRPA a été le premier instrument international juridiquement contraignant à reconnaître officiellement les contributions des agriculteurs à la conservation et à l'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture. Il existe d'autres instruments similaires qui cherchent à protéger les intérêts des agriculteurs
agriculteurs, notamment la Convention sur la biodiversité biologique, le protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation à la Convention sur la diversité biologique, notamment le protocole de Nagoya en cours. Nous avons également la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, ainsi que la Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et d'autres personnes travaillant dans les zones rurales, l'UNDROP. Par ailleurs, nous avons également certains instruments internationaux qui prévoient la propriété intellectuelle pour les agriculteurs, dont la mise en œuvre pourrait affecter la réalisation des droits des agriculteurs ou qui pourrait avoir un impact sur ces droits. Il s'agit notamment de l'accord sur les aspects de droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, notamment la DPIC et la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales. Par exemple, l'article 27.3b de l'accord ADPIC prévoit que tous les membres de l'Organisation mondiale du commerce doivent protéger les variétés végétales par des brevets, notamment un système sui generis efficace ou une combinaison de systèmes. Et en s'acquittant de l'obligation prévue à l'article 27 de l'accord, les membres de l'OMC pourraient introduire les systèmes sui generis, comme on le voit dans la loi adoptée en Inde, qui a introduit une loi sur la protection des variétés végétales. Bien qu'un an avant, l'Union africaine a également introduit sa loi modèle pour la protection des droits des communautés locales, des agriculteurs et des sélectionneurs et pour promouvoir l'accès aux ressources biologiques, notamment la loi modèle africaine. Toutefois, aucun pays africain n'a pleinement mis en œuvre ces dispositions. Pour le moment, nous avons des dispositions qui portent sur les droits des agriculteurs. Nous avons également le protocole de Nagoya ainsi que d'autres dispositions qui pourraient contribuer à la réalisation des droits des agriculteurs. Nous avons la Déclaration des Nations Unies sur les droits des personnes autochtones. Nous avons la Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des personnes travaillant en milieu rural qui ont également des dispositions qui encouragent ou qui font la promotion des droits. Au niveau régional, nous avons la loi modèle africaine. Toutefois, nous constatons que les pays africains n'ont pas encore introduit les droits des agriculteurs. Toutefois, beaucoup de pays africains continuent à introduire et à adopter des systèmes de protection de la variété végétale et à cet égard, ils sont en train d'exclure ou de marginaliser plus de 70% des petits exploitants agricoles. Donc, à cause de cela, j'ai les recommandations suivantes. Tout d'abord, il faudrait reconnaître les agriculteurs, les hommes et les femmes agriculteurs. Et pour faire cela, il faudrait que les pays introduisent des lois et systèmes de protection des agriculteurs. Deuxièmement, il faudrait, pour élaborer ces lois, les pays pourraient consulter le TIRPA, le protocole de Nagoya, UNDROP et la loi type africaine. Et finalement, pour introduire les systèmes africains de protection, les pays africains pourraient s'inspirer de l'Inde et son autorité, ainsi que la loi sur la protection des agriculteurs et des variétés végétales. Merci. Merci beaucoup, Dr Titilayo Adebola. Ce que j'ai retenu, c'est la pléthore de traités que nous avons besoin de mettre en œuvre en tant qu'Africains, ou les dispositions qu'on a besoin de mettre en œuvre. Et je pense que les dispositions de la loi type africaine pourraient nous guider sur la manière dont on pourrait élaborer nos propres lois. Mais vous avez mentionné l'idée de la reconnaissance des petits exploitants agricoles que nous avons
sur le continent. Et vous avez également parlé de l'importance de la protection des droits de ces agriculteurs. Je pense qu'on a besoin de passer, Dr. Otiena, qui va également intervenir par rapport à l'agriculture. Ce qui sera intéressant pour nous, c'est l'idée de la protection des données qui intervient lorsqu'on a un système de protection de la propriété intellectuelle dans le contexte de l'agriculture. Merci beaucoup. Tout d'abord, j'aimerais dire que la nature de l'activité agricole est en train de changer. Et les données sont de plus en plus importantes parce que actuellement, on a l'agriculture de précision qui tient en considération l'emplacement géographique dans le champ, et on peut avoir des sondes qui pourraient aider à obtenir des informations qui sont représentées sur un téléphone mobile où on pourra connaître le niveau d'humidité du sol. Et on peut également avoir des informations sur les marchés, sur les cultures qui peuvent aider à améliorer la productivité. Malgré ce grand volume d'informations qui est disponible, les données indiquent que ceci n'est pas pleinement utilisé par les agriculteurs à petite échelle et à moyenne échelle. Moins de 50% d'agriculteurs avaient accès à ce type de technologie et étaient capables d'utiliser cette technologie, même si ça a la potentialité de les aider à doubler le niveau de production et à adopter une agriculture plus verte. Pourquoi est-ce que ceci est le cas? On pourrait se poser cette question. Le défi est que, même si ces données sont produites par les agriculteurs, les connaissances qui en découlent n'appartiennent pas aux agriculteurs. Et j'aimerais expliquer un processus en 3 étapes. L'agriculteur recueille les données, mais ces données n'appartiennent pas à l'agriculteur, ça appartient à une entreprise de collecte de données, une entreprise Internet. Il collecte ces données, cette entreprise peut envoyer ces données à une autre entreprise et dire cet agriculteur a besoin de tel ou tel produit, envoie-lui une publicité, ainsi de suite. Mais l'agriculteur lui-même, le plus grand défi est que l'agriculteur lui-même n'a pas le droit à accéder aux données qui ont été produites par rapport à son champ ou les conclusions qui ont été tirées sur la base de ces données. Et lorsqu'on veut utiliser les données ou les systèmes numérisés, les agriculteurs sont contraints à signer une exonération et s'ils ne payent pas un certain montant, ils n'auront pas accès à l'information sur ce qui se trouve dans leur champ. Et ceci limite ce que les agriculteurs peuvent faire. Un exemple classique est celui du champ au Gabon qui est traditionnellement été utilisé par les agriculteurs pour les aider dans le processus de l'allaitement de leurs enfants. Et une université a découvert cela. Ils ont fait des recherches dans leur propre laboratoire et ils ont identifié la protéine qui est en train de causer cette valeur nutritive de la plante. Et ils ont extrait cette protéine et ont commencé à vendre cet ingrédient, et le marché au niveau local a été déstabilisé. Les données initiales ont été produites par les agriculteurs, mais ils n'ont pas pu en bénéficier plus tard. Comment est-ce qu'on pourrait résoudre ce problème? Parce que l'agriculture devient de plus en plus numérisée. Pour que l'Afrique puisse être aux avant-gardes, il faudrait que nos politiques puissent protéger les droits de propriété des utilisateurs des données et de ceux qui collectent les données.
et aussi les détenteurs de données. On peut considérer les agriculteurs comme étant les auteurs d'un livre, par exemple. Et sur la base de cela, il faudrait qu'ils puissent bénéficier, qu'ils puissent accéder à toute conclusion tirée sur la base de ces données. On peut leur accorder des droits de propriété en fonction des droits de protection de la propriété intellectuelle. Et il peut y avoir également un code de conduite. Il y a déjà un code de conduite qui a été élaboré et qui est un bon exemple qu'on peut utiliser parce que ça exige que les agriculteurs ils soient les propriétaires des informations tirées de leur champ. Mais aussi on peut permettre l'accès ouvert aux données. Ceci est généralement prévu par les dispositions de TIR-PA, mais au fait, l'accès ouvert implique que les données sont disponibles et n'importe quelle personne peut avoir accès à cela sans devoir payer pour cela. C'est important également de protéger les variétés phytogénétiques locales. Donc, on peut créer des banques de données sur les variétés phytogénétiques locales et cela aidera les communautés locales à adopter des procédures écologiquement conviviales et à éviter l'utilisation des produits chimiques en mettant au point des variétés améliorées de ces produits ou de ces cultures. Mais aussi l'autre élément ou l'autre recommandation est de renforcer les capacités des agriculteurs pour qu'ils puissent utiliser de meilleures technologies. Évidemment, si on continue à acheter l'information, à acheter les technologies et à retourner vers la même entreprise pour les conseils, cela va continuer à garder des coûts élevés. Mais la plupart des agriculteurs n'ont pas les ressources ou les connaissances pour accéder à ces informations. Peut-être qu'on peut renforcer leur prise de conscience, mais aussi leur capacité et des partenariats publics-privés pourraient être mis en place pour faire de sorte que les agriculteurs sachent que ceci est disponible et qu'ils peuvent s'en servir. La loi type africaine est excellente car c'est les pays africains qui se sont réunis. Les pays en développement se sont réunis en Afrique pour voir quelle est la loi correspondant à l'environnement en Afrique. Donc, il faut inscrire de telles dispositions dans un contexte. C'est encore plus efficace si les agriculteurs participent aux négociations pour la protection des données et aussi utilisation des TIC pour équilibrer les intérêts. Les entreprises de données, les entreprises qui recueillent des données, notamment par Internet, ces sociétés doivent favoriser l'innovation pour réaliser des bénéfices, mais il faut équilibrer cela avec le besoin d'accès pour assurer l'inclusion pour un grand nombre de personnes, assurer l'accès et l'utilisation de telles technologies. Ensuite, il faut prévoir la mention des lieux d'origine, notamment pour la propriété intellectuelle et le règlement sur les données. J'ai donné l'exemple de l'expérience au Gabon. Si on dit, bon, vous avez obtenu ces données, ce matériel génétique, il faut divulguer l'origine, d'où viennent ces informations. Et ces ressources génétiques doivent faire l'objet d'un consentement préalable en connaissance de cause. Et pour ce qui est des bénéfices et avantages, il faut que les inventeurs puissent tirer parti des innovations scientifiques. Et ainsi, il y aura moins de détournement de données produites localement. Je dirais que l'agriculture numérisée, c'est une réalité. C'est grâce aux données qu'on peut le faire. On ne peut pas s'en détourner. Et tant que les agriculteurs africains apportent des contributions actives à l'agriculture et aux données, il faut que les agriculteurs soient propriétaires de droits et il faut qu'ils puissent utiliser les données produites par leurs propres exploitations agricoles.
Les lois sur la vie privée, généralement c'est utilisé pour protéger les données, eh bien, ces dispositions-là ne s'appliquent pas aux données agricoles. Elles ne sont pas privées, c'est dans le domaine public. 8 ou à 10 pays en Afrique ont des lois concernant la protection des données, mais cela est fondé sur le principe de la protection de la vie privée. La protection des données agricoles, c'est différent. Il faudra protéger les données agricoles au moyen d'un autre ensemble de règles ou lois. Sans l'adoption de tels règlements, et cela doit être une mesure volontariste, les avantages de l'agriculture numérisée ne seront pas à la portée des petits exploitants agricoles et ce ne sera pas durable, ce ne sera pas viable. Merci beaucoup, Dr. Uchena. C'était très édifiant. Ce que j'ai noté, c'est l'idée de la protection de la vie privée, protection des données recueillies dans un domaine agricole. Les données produites, ça devrait relever du droit sur la protection de la vie privée. Ça a été tout à fait fascinant et éclairant. J'aimerais entendre les réactions des uns et des autres. Je vais commencer par le docteur Francis. J'aimerais entendre ses observations et remarques. J'aimerais recueillir les réflexions de Francis Kariuki sur la façon dont nous pourrions réfléchir aux connaissances traditionnelles transfrontalières. Vous en avez parlé, vous avez mentionné la Zambie, mais quelles sont vos réflexions au sujet de la façon dont les pays pourraient se rassembler, les pays qui partagent des connaissances traditionnelles? Vous avez parlé du Kenya et de la Tanzanie. Comment cette coopération peut-elle être développée? À quoi ressemblera cette coopération? Et quels avantages peuvent en tirer les bénéficiaires? Pourriez-vous nous en parler pendant quelques minutes, s'il vous plaît? Merci beaucoup, Charline. C'est une question un peu difficile, mais je dirais qu'il faudra peut-être davantage de coopération, car lorsqu'il y a des connaissances traditionnelles partagées, et c'est le cas pour le Kenya et la Tanzanie, les communautés en Afrique australe, le Botswana notamment, c'est un seul peuple. Après tout, il y a des divisions causées par des frontières qui ont été imposées à l'époque coloniale. Et si davantage de pays ratifient quelques traités internationaux qui facilitent ce type de coopération, par exemple le protocole de Swakopmund, à ce moment-là, il y aura davantage de respect pour la continuité au sein des communautés et des groupes. Par exemple, pour la coopération transfrontalière, et cela permettra le partage de connaissances traditionnelles et les détenteurs de connaissances traditionnelles n'auraient plus à être séparés par les frontières nationales. Il y aurait une action globale. Je pense notamment aux lois sur les cours d'eau internationaux. Les lois nationales encouragent la coopération et le partage des ressources internationales. Ce type de coopération peut revêtir de nombreux aspects, par exemple, partage de connaissances, partage des meilleures pratiques. Comme cela a été souligné déjà, le Kenya s'est inspiré de l'action et des mesures prises en Zambie. En Zambie, ils ont pu reconnaître la nature globale des connaissances traditionnelles. Cela dit, en fin de compte, il faut reconnaître encore une fois que tandis qu'on met au point des cadres sui generis, que ce soit au niveau international ou régional, il y a des circonstances uniques à prendre en compte, des circonstances spécifiques à différents contextes, non seulement au niveau des États, mais également au niveau des communautés. Et à partir du moment où on méconnaît ces caractéristiques spécifiques et uniques pour les connaissances traditionnelles et les expressions culturelles, eh bien, il y aura
des difficultés pour l'adoption de lois, règlements ou autres textes. Donc, en prenant en compte les protocoles et les traités, permettant la coopération entre États, on pourra progresser. Il faut reconnaître aussi que le lieu, l'endroit où ces connaissances traditionnelles et expressions culturelles se trouvent, c'est au niveau local. C'est de là que les connaissances et expressions émanent. Il ne faut pas méconnaître cela alors qu'on recherche la coopération internationale. Je vous remercie, Charline. Merci. Désolé de vous avoir mis sur la sellette, mais ça m'était venu à l'idée lorsque je réfléchissais à la teneur de la conversation d'aujourd'hui. Je vais passer la parole au docteur Soulaya Adebola. Lorsqu'on examine ce qui s'est produit en Inde, vous en avez parlé, Madame Adebola. Vous pourriez peut-être évoquer quelques dispositions de la loi en Inde. Quel serait le domaine sur lequel on devrait mettre l'accent si on voulait élaborer des lois de protection dans le contexte africain? Je vous donne quelques minutes et je vous mets vous aussi sur la sellette. Merci beaucoup, Charline. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt toutes les interventions. Je remercie tous les orateurs. Pour moi, les droits des agriculteurs, eh bien, il faudrait pour cela reconnaître les innovations des agriculteurs. Deuxièmement, il faudrait inclure la protection des variétés végétales obtenues par les agriculteurs. Troisièmement, il faudrait inclure des dispositions sur l'accès, le partage des avantages et bénéfices. Quatrièmement, divulgation de l'origine avec consentement préalable, connaissance de cause. Et cinquièmement, participation équitable des agriculteurs pour la gouvernance et les cadres réglementaires qui sont pertinents pour les moyens d'existence de ces agriculteurs. Merci beaucoup. Vous avez été très précise. Et le docteur Oudina, vous, pour quelques observations. Vous avez dit que les agriculteurs produisent des données et il s'agit de protéger les droits de propriété concernant les contributions des agriculteurs. Vous pourriez peut-être nous donner une idée de ce à quoi ça pourrait ressembler sur le continent africain pour protéger les droits des agriculteurs. Pour ce qui est de protéger les droits des agriculteurs en matière de données, eh bien, il y a les données produites sur le plan interne. Il faut protéger ces données. Ce serait une forme de propriété, comme la propriété intellectuelle. Ce n'est pas tangible, c'est une propriété intangible, mais ça appartient aux agriculteurs. Et donc, les agriculteurs pourraient y avoir accès à l'avenir. Les avantages obtenus grâce aux données devraient également être partagés de façon équitable avec les agriculteurs. Cela ferait beaucoup pour les systèmes novateurs concernant l'agriculture. Il faut remonter au matériel génétique. Ces matériaux génétiques leur ont été enlevés. Il faut retrouver les vrais propriétaires. C'est ainsi qu'on pourrait partager les avantages et cela nous ferait beaucoup progresser pour améliorer les capacités des agriculteurs, d'avoir une agriculture durable sur leurs exploitations et une agriculture qui serait plus respectueuse de l'environnement également. Je pense qu'il faudrait la participation active des gouvernements nationaux, mais aussi la participation d'organisations internationales pour que cela puisse se matérialiser. Et comme je l'ai dit, c'est maintenant qu'il faut agir. Ça ne relève pas seulement de l'avenir. Et si on n'agit pas maintenant, dans 20 ou 30 ans, l'Afrique s'apercevra qu'elle a pris du retard car elle ne pourra pas obtenir ces informations, même si elles sont produites par les exploitations agricoles. Ça n'appartient plus aux producteurs de données. Il faudrait peut-être une organisation pour assurer la mise en œuvre, la mise à exécution de cette propriété des données qui sont produites par les exploitants agricoles. Merci beaucoup. Nous avons eu une discussion très éclairante, très instructive. Il est difficile de résumer les contributions de tous les intervenants. J'aurais beaucoup de mal à résumer la très vaste portée des interventions qu'on a entendues. Je me félicite qu'on ait pu avoir cette conversation aujourd'hui. En une minute ou deux, ce que je pourrais présenter comme résumé, c'est la nécessité de la reconnaissance. Nous
Francis s'est concentré sur la protection des connaissances traditionnelles, la nature globale des connaissances traditionnelles et le fait qu'il y a des gardiens, des dépositaires des connaissances traditionnelles. Et aussi la contribution des agriculteurs qui ont des connaissances traditionnelles. C'est des connaissances que possèdent les agriculteurs concernant les ressources génétiques, les variétés végétales, les semences, la diversité biologique également, ainsi que l'écologie et l'environnement. Et donc, cette nécessité, il faut qu'il y ait une reconnaissance, ça c'est la première étape. Lorsqu'on examine les contributions présentées par voilà, il y a l'idée qu'il y ait un système pour les droits des agriculteurs sur le continent africain, car on renforcerait les moyens d'action des producteurs de plantes et végétaux sur le continent africain. Et là, il y a des dépositaires de connaissances concernant les procédures agricoles sur le continent africain. Et donc, l'introduction d'un système de droit des agriculteurs serait idéal. Et pour ce qui est des contours d'un tel système, cela devrait découler des traités qui portent déjà sur ce type de questions. Et pour protéger les droits de propriété des contributeurs, eh bien, c'est ce qui a émané de l'intervention du Dr Uchenna Ogu, notamment le fait que les agriculteurs produisent beaucoup de données. Ce sont ces données qui sont ensuite utilisées par ceux qui collectent, qui recueillent ces données et qui utilisent cela à des fins commerciales. Et donc, il faut qu'il y ait une structure de propriété, une structure d'accès pour les producteurs de données. Le fait d'avoir un accès ouvert pour ce genre de données, cela permettra les activités de recherche, l'apprentissage, l'innovation sur le continent africain. Lorsqu'on examine la situation, il faut de la recherche pour que le continent africain progresse et plus on a accès à ces recherches, on pourra développer le secteur de la recherche et développer plus avant nos procédures et procédés agricoles en prenant en compte les différents besoins sur le continent africain. Et enfin, des éléments très importants, le docteur l'a dit, c'est divulguer l'origine des données agricoles, notamment lorsqu'on examine le système de la propriété intellectuelle, le système de réglementation pour les données. Une façon de protéger, c'est d'avoir un impératif de divulgation d'origine. On saurait d'où viennent les données et comment on peut y avoir accès pour l'utilisation de ceux qui ont produit ces données. Et donc, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette conversation. Ça a été un grand plaisir pour moi d'animer cette discussion. Et je vous remercie de nous avoir écoutés. C'était remarquable de participer à cette discussion. Je vous remercie beaucoup et je vous redonne. Merci, Charline. Vous avez amené les débats de façon remarquable. Merci tous et toutes. Merci, Charline. Merci aux orateurs. On va pouvoir arrêter l'enregistrement. Je remercie tout le personnel d'appui technique. Je remercie les interprètes également. Merci beaucoup.